Bonjour et bienvenue sur votre émission dominicale WeekEco, une organisation mondiale du commerce forte et plus agile pour relancer l'économie mondiale et surmonter les ravages causés par la pandémie de la Covid-19. Telle est l'ambition de la première femme et première dirigeante originaire d'Afrique qui prend désormais les rênes de l'Organisation mondiale du commerce. Elle prend fonction le 1er mars prochain et ses principales priorités sont entre autres la réponse à la pandémie de la Covid-19 et la nécessité de dépoussiérer l'image de l'organisation. Sujet au menu du décryptage avec les confrères. Et sur le plan culturel, le Bénin dispose désormais d'un coffret qui retrace l'histoire de sa musique, ses différentes mutations et variétés dans le temps. Cela depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Sur ce coffret se côtoient plusieurs générations d'artistes venus d'horizons divers et surtout faisant différents rythmes musicaux. Qu'est-ce qui a motivé la réalisation de ce coffret? Comment s'est opéré le choix des artistes et à quoi s'attendre après cette œuvre anthologique? On va en parler dans le dossier de la semaine avec notre invité. Voilà donc pour l'essentiel de ces 52 minutes. On marque le premier arrêt, c'est le mini-journal avec Alessandra Jotan. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce mini-journal du WeekEco. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE réajuste sa grille tarifaire, une décision qui permettra d'assurer un équilibre financier du secteur énergétique. Les consommateurs qui exigent de plus en plus de qualité vont débourser un peu plus de leur poche dès la fin de ce mois de février 2021. Qu'en pensent les Cotonois et quelle est la position de l'Association des consommateurs eau et électricité? Élément de réponse dans ce reportage. À compter de janvier 2021, le prix du kilowatt augmente à la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Une nouvelle tarification de la consommation d'électricité qui concerne deux types d'abonnés. Il s'agit des abonnés bénéficiant de subventions classés dans la catégorie dite tranche sociale et ceux qui ne sont pas subventionnés par l'État. Si vous êtes dans la tranche de consommation, tranche sociale, c'est-à-dire inférieure ou égale à 20 kW pour les 30 jours de consommation, vous n'allez pas ressentir un seul copec en plus. Le gouvernement paye l'augmentation à votre place. Ceux qui sont en tranche 1 payent beaucoup moins cher parce qu'il y a une petite subvention qui vient prendre en charge une partie. Mais si vous êtes au-delà, eh bien, vous allez payer un peu. Une hausse du coût de la consommation d'électricité diversement appréciée par les populations. Aujourd'hui, on ne dort plus dans le noir. Donc c'est tout à fait normal que l'ASB augmente ses prix. Regardez mes amis Zemidiaman, beaucoup depuis 4 h du matin sont dans la ville. Non, même pas 1000 francs. Et on augmente le prix. Marageta 1 était insuffisant. Et on a créé Marageta 2 qui a commencé par travailler. En temps normal, les taux tarifaires là, de l'énergie doivent diminuer considérablement. Le président a promis à la population que nous aurons de surplus. Et le surplus là, c'est pour vendre. Et nous produisons et on va payer encore cher. Vraiment, ça ne va pas. Selon les autorités de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE, cette réforme répond à un besoin d'équilibre financier du secteur de l'énergie exprimé par la société distributrice de l'énergie électrique. Toutefois, les associations représentant les consommateurs disent être prêtes à défendre les droits des populations. Dans l'application de la hausse tarifaire, que le gouvernement ayant pris des mesures de subvention pour alléger l'impact sur les consommateurs, surtout les plus faibles, que ces mesures de subvention soient scrupuleusement respectées. Sur la question des longues files d'attente et les mauvaises conditions auxquelles sont soumises les clients lors du paiement des factures d'électricité au niveau des guichets, de nouvelles réformes sont en cours pour y remédier.
La société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué évalue l'opération de curage des ouvrages d'assainissement. Les petites et moyennes entreprises partenaires ont été conviées à un atelier bilan. L'opération de curage a permis de nettoyer plusieurs collecteurs primaires et secondaires dans les communes du Grand Nokoué. Amandine Agnamboussou pour le point. Démarrées en septembre 2020, les opérations de curage des ouvrages d'assainissement constituent le deuxième démembrement de la composante salubrité du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. Quelques mois après, il faut marquer une pause et faire le bilan. Cette opération qui a duré presque 2 mois nous a permis de curer 560 000 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires, dont 47% d'ouvrages à Cotonou, 14% à Porto-Novo, 21% à Boumé-Calavi et 16% à Ouida. Nous avons progressé de 50% au moins, parce que avant le démarrage, il y a beaucoup de villes, il y a plusieurs villes qui ne faisaient plus le curage. Pour atteindre ce résultat, 16 petites et moyennes entreprises ont été recrutées et 2 principales innovations ont été introduites dans le processus. Désormais, les boues curées ne sont plus déposées à même les chaussées. C'est les bâches que nous disposons, que toutes les PME disposent. Et puis également, les boues ne séjournent pas 24 heures. La deuxième innovation, nous connaissons la destination des boues, parce que ces boues ne sont pas toujours des boues saines. Donc, nous avons fait des aménagements, nous avons identifié dans les communes des sites pour que ces boues soient convoyées sur ces sites et puis après traitées et le sable peut être utilisé. Pour les services bénéficiaires, ce nouveau processus permet une gestion améliorée des déchets. Malgré les difficultés de démarrage qu'ont connues donc ces activités, à la date d'aujourd'hui, c'est quand même une satisfaction de voir le niveau d'atteinte donc des objectifs que se sont fixés les différents maires des différentes communes et le gouvernement en vue donc de faire de nos communes des villes propres, des villes où les infrastructures sont entretenues, des villes où quand même nos artères principales sont balayées, nettoyées et propres. Pour cette année 2021, la Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué annonce la deuxième phase des opérations de curage afin de rendre les villes encore plus belles. Et on passe à un autre sujet. Les filles et fils de la commune de Savet pourront désormais se réunir chaque année pour promouvoir les mésédances de leur région. La deuxième édition de l'Ascension des Mamelles de Savet sera l'occasion de faire découvrir les richesses culturelles de la localité. Ceci à travers une compétition sportive de marche et une course pédestre en montagne. Une conférence de presse a été organisée en semaine pour annoncer l'événement. Les détails dans ce reportage de Nadège Omoladé-Sani. Porte d'entrée de la zone nord du Bénin, la ville de Savet regorge d'atouts culturels et ce sont ces collines en forme de seins de jeunes filles qui attirent le plus les visiteurs. Pour les mettre plus en valeur, les fils de cette localité envisagent un événement à la fois culturel et sportif. La deuxième édition de l'Ascension des Mamelles de Savet aura lieu le samedi 3 avril 2021. Et pour ça, on a besoin de retenir qu'il s'agit d'un événement sportif. Mais un événement sportif qui met dans son trolley des habits de culture, d'éducation et d'histoire. Il ne s'agira pas de courir seulement à travers la ville de Savet, mais il s'agira d'aller aussi sur la colline, parce que ça fait partie de ce que Dieu a donné de plus beau à la ville de Savet.
Le marathon, ouvert aux sportifs professionnels et amateurs de toute nationalité, sera l'occasion de montrer aux touristes et aux visiteurs les atouts touristiques de cette commune. 15 km environ sont à parcourir et le trajet prévoit au moins 700 mètres d'ascension sur les Mamelles. Vous quittez le terrain municipal, disons à 1,5 km, vous commencez par monter sur les collines. Des collines, maintenant, vous tombez sur les rails. Vous reprenez encore la terre rouge. Et de la terre rouge, vous montez sur les rails pour tomber sur le goudron. Du goudron, vous faites environ 1 km. Vous virez encore sur la terre rouge et vous montez sur les collines. Donc ce n'est pas un circuit compliqué. Quand même les coureurs vont finir, ils sauront qu'il y a du beau travail à faire. Et l'année qui va suivre, ils vont redoubler d'ardeur. La localité de Savè est l'un des hauts lieux de la danse Guélédé inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Les autorités municipales rassurent les participants de ce que les dispositions sécuritaires ont été déjà prises pour rendre agréable le séjour et limiter la propagation du coronavirus. L'opportunité est ainsi offerte au public de découvrir non seulement la panoplie de rythmes et danses traditionnelles tels que le rumbé, le galalo, mais aussi la gastronomie de la localité, le Toubani, le Wassa et bien évidemment l'igname pilé. Vous aurez l'occasion de découvrir les mets que vous-même, je parie que vous avez mangé il y a plus de 40 ans. C'est ce qui va se passer. Et je suis certain que les gens en raffoleront. Avec le soutien des autorités communales, la Fédération béninoise d'athlétisme et le Comité national olympique du Bénin, les initiateurs entendent pérenniser l'ascension des Mamelles afin qu'elle soit désormais un grand rendez-vous d'échange, de retrouvailles et de partage des tchabés. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi ce mini-journal. Surtout, ne décrochez pas. Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et Week Eco se poursuit ici avec maintenant le tour de la revue de presse économique. Le système dématérialisé de l'administration fiscale béninoise s'enrichit d'un nouveau produit. Il s'agit de la plateforme IMECEF. C'est une version dématérialisée des machines électroniques certifiées de facturation. La Nation publie l'information et écrit « Délivrance des factures normalisées ». La DGI innove avec l'IMECEF. Selon le journal du service public, l'IMECEF permet aux contribuables de délivrer à l'occasion des transactions avec leurs clients des factures normalisées. La réforme a l'avantage d'améliorer la comptabilité de l'entreprise, de lutter contre la concurrence déloyale, de s'assurer de l'authenticité et l'intégralité des opérations, des ventes ou d'achats. La résistance du Bénin face à la crise sanitaire liée à la Covid-19 est saluée par l'agence de notation financière internationale Fitch, qui améliore la perspective de notation de stable à positive, toute chose qui présage de fortes perspectives de croissance pour le Bénin. La Nation a relayé l'information et affiche à la une de sa parution du lundi 15 février 2021, résistance au Covid-19 et à la fermeture des frontières, la perspective de notation du Bénin améliorée. Une performance qui confirme selon l'agence de notation financière internationale Fitch la résilience des fondamentaux économiques du Bénin qui se maintient parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit. Dans un autre registre, la Nation nous informe que la première manche de l'opération de curage des ouvrages d'assainissement a permis de nettoyer plusieurs collecteurs primaires et secondaires dans les communes du Grand Nokoué. Le journal écrit « Salubrité dans le Grand Nokoué, l'opération de curage des ouvrages d'assainissement évaluée ». Le même journal poursuit et affirme que 923 ouvriers ont été employés pour la première phase. Pour atteindre les résultats escomptés, les petites et moyennes entreprises partenaires de la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué sont aussi associés aux différents projets de salubrité et d'assainissement.
Merci à vous Patrick Adiabodou et sans plus tarder, on installe le plateau décryptage avec les confrères. Je le disais, c'est une Nigériane qui a désormais les destinées de l'Organisation mondiale du commerce en main. Quand on sait que l'Afrique est souvent reléguée au second rang dans les échanges commerciaux, on se demande bien quelle sera désormais la place de l'Afrique dans le commerce international. Avec les confrères sur ce plateau, on s'intéresse au sujet. Je reçois pour vous Gédéon Vegba. Gédéon, bonjour. Bonjour Ilvaïus. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales et chroniqueur politique et économique. À côté de Gédéon, je reçois Héribert Label Adjouvi. Héribert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes également spécialiste des questions internationales et vous êtes le promoteur du magazine Le Label Diplomatique. Absolument. Merci. Alors, Héribert, je le disais, une Africaine désormais à la tête de l'OMC. Vous, à votre niveau, quelle est la lecture que vous en faites ? Mais je pense qu'en termes de symbole, c'est une première fois que cette organisation mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, créée en 1995, a à sa tête d'abord une Africaine et puis une femme. Tout à fait. Mais celle qui est désormais à la tête de l'Organisation mondiale du commerce n'est pas née de la dernière pluie. Nous savons très bien que Mme Ngozi Okonjo-Iweala et à 66 ans, oui. Elle fut vice-présidente de la Banque mondiale. Elle fut également ministre à 2 reprises, à 2 différents postes, ministre de l'économie et des finances et ministre des Affaires étrangères de son pays, le Nigeria. Le bémol, elle est récemment devenue citoyenne américaine. Et donc, oui, nous avons une Africaine, nous avons une femme à la tête de cette organisation internationale. C'est bon pour le moral, comme on peut dire aujourd'hui, c'est un peu à la vogue. Et donc, en termes de symbole, c'est quand même bien pour l'Afrique. L'Afrique, qu'il faut le rappeler, l'Afrique en fait a perdu son histoire. Sinon, nous savons très bien qu'avant qu'on ait près de 1000 années d'esclavage arabe et occidental. On avait même un pays comme du moins un empire comme l'empire du Mali avec son empereur qui a connu l'Amérique avant, bien avant Christophe Colomb et autres. Mais dans l'histoire récente, après l'esclavage, après la colonisation et le néocolonialisme qui se poursuit sous plusieurs formes, sous plusieurs angles, on a quand même le symbole que, n'oubliez pas, depuis une quinzaine d'années, on parle de l'Afrique qui a sa décennie 2021-2030 avec une femme qui est maintenant, et puis une Africaine qui est à la tête de l'OMC. C'est un signal. C'est un signal. Alors Gédéon, percevez-vous aussi le signal que Héribert est en train de mettre en avant ? On peut le dire comme ça, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec lui. Je pense que ce fut un accouchement très difficile pour l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'il a fallu 9 mois pour désigner cette dame. Et c'est grâce à la démission, ou du moins au retrait de la Sud-Coréenne qu'elle a pu décrocher cette nomination. Et c'est une bonne chose. On a une deuxième compatriote, ou du moins un deuxième africaine, si vous voulez dire, à la tête d'une organisation mondiale, parce qu'on avait l'Éthiopien Tedros Ghebreyesus, qui est directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce. Donc on va dire que l'Afrique a le vent en poupe. C'est la décennie de l'Afrique, comme disait Eric. Absolument, l'Afrique a le vent en poupe à Genève. C'est une bonne chose pour le moral, mais dans les faits, ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas une panacée. On va dire, ce n'est pas l'arrivée de Iweala Okonjo, c'est bien ça, à la tête de l'OMC qui va changer les donnes. Pas du tout. Il va falloir que nous redorons nos blasons et que nous travaillons davantage. Je pense que les chefs d'État africains sont déjà dans cette dynamique. Et c'est d'ailleurs même ça qui a motivé la création de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, la ZLECAf qui est entrée en vigueur en janvier passé. Je pense qu'il va falloir travailler davantage pour produire
afin de pouvoir exporter et compter dans le commerce international. Mais le fait qu'on ait un décret, on ne va pas décréter quelque chose, il va falloir travailler. Si on ne travaille pas, on ne peut pas peser dans le commerce international. Alors le fait qu'on ait une Africaine à ce haut niveau de gouvernance peut favoriser un peu l'Afrique dans le commerce international. C'est ce que je disais tantôt, ce n'est pas une évidence. Elle n'est pas là pour travailler pour l'Afrique. Ouais. Elle est là pour travailler pour le monde entier. L'Afrique peut peut-être profiter ou bénéficier de cette présence d'une Africaine à la tête, mais dans les faits, il va falloir travailler, il va falloir produire pour être présent sur le marché international. Dans le cas échéant, on n'aura qu'à pleurer. Alors, Héribert, l'Afrique a désormais, ou plutôt doit, encore plus travailler pour espérer. C'est vrai qu'une Africaine est à ce tête, malgré son CV impressionnant. Gédéon l'a dit, ça n'a pas été facile, l'accouchement n'a pas été facile. Et on sait que sur le plan international, il y a 2 pays qui tiennent beaucoup plus l'OMC, les États-Unis et la Chine. En fonction des conflits qu'il y a entre ces pays-là, l'OMC se retrouve parfois fragilisé. Mais je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. L'Organisation mondiale du commerce, comme toutes les autres organisations mondiales, c'est vrai que c'est pour la première fois qu'on a un Africain et plus précisément une Africaine à la tête de cette organisation. Mais on a même eu à la tête, en tant que secrétaire général des Nations Unies à 2 reprises, des Africains, d'abord Boutros Ghali et ensuite Kofi Annan, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ici également, il ne faut pas oublier, toutes ces institutions et organisations ont d'abord pour objectif de dominer sur les plus faibles. C'est ceux qui se disent grandes nations qui ont réfléchi à ces organisations. Et si on va être factuel et être brutal, on va dire comment faire en sorte que malgré qu'il y a les indépendances, notamment des pays africains, puisque nous sommes africains, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la détérioration des termes de l'échange continue, pour que l'on crée des accords de partenariat économique qui permettent en réalité qu'il y ait beaucoup plus d'exonération fiscale, pour qu'on ait des produits manufacturés qui viennent chez nous, mais qu'en retour, nous n'ayons pas grand-chose à exporter. Et donc, quand on regarde l'ensemble, en fait, on n'est pas bien loti dans cette affaire, parce que même quand on prend le domaine agricole, vous voyez, les producteurs sont subventionnés, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine et autres, mais à cause des programmes d'ajustement structurel qui demeurent d'une manière ou d'une autre, de notre côté, on nous dit, on nous oriente vers les domaines où nous devons soutenir nos populations. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, sur le plan du symbole, oui, on peut dire que c'est un signal, quel que soit ce qui va se passer, l'Afrique est résolument engagée pour son développement, avec notamment la zone de libre-échange et économique continentale. Mais attention, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache, et pour cela, on ne peut plus faire marche arrière. Sinon, ce qu'il fallait faire, l'OMC, comme c'est les grandes puissances qui l'ont créé, on leur laisse leur OMC. Nous essayons économiquement, je dis on ne peut pas le faire, mais en réalité, ce que les autres ont fait pour évoluer, c'est ça. C'est-à-dire, même la Chine, si la Chine est devenue, on revient à nous-mêmes, on prend le temps d'organiser notre zone de libre-échange économique continentale là, et après, quand on serait maintenant avec des ensembles sous-régionaux forts, on pourra aller maintenant ensemble sur la scène internationale, parler de commerce à part égale. Sinon, actuellement, Madame Ngozi ne peut pas faire grand-chose, surtout que, et ça c'est quand même curieux, très récemment, elle est désormais citoyenne américaine. Ça, ce n'est pas grand-chose, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Je suis d'accord avec la belle Adovi, parce que je pense que les grandes puissances travaillent pour une aliénation des pays africains, et à travers les accords de partenariat économique. On a Cotonou 1, Lomé 2, tout ça, des choses qui ne sont pas du genre à favoriser l'émergence de l'Afrique en matière de commerce et d'échange international. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est que l'Afrique se réveille à travers la zone de libre-échange économique continentale qui est entrée en vigueur, et
produisent. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Si on ne produit pas, on n'aura rien à vendre sur le marché. Il faut produire pour vendre. Et c'est les échanges. Donc si nous restons dans les incantations, on a des creusets pour se rencontrer sans produit, je pense que ce sera une peine perdue. Donc ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, c'est saisir cette opportunité que nous avons faite à travers la nomination de notre compatriote, on va dire, qu'elle est africaine, à la tête de cette prestigieuse institution, pour renverser un peu la balance à travers notre position, parce que nous sommes dans la plupart des pays, on a des balances commerciales déficitaires. Il faut renverser ça et maintenant changer les fondamentaux et surtout les rapports de force. Parce qu'aujourd'hui, comme il a si bien dit, dans les rapports de force, nous sommes défavorisés. Les puissances occidentales sont dans le dumping. Ils subventionnent à foison la production là-bas. Et nous sommes ici défavorisés. On n'a rien. On n'a aucune possibilité, aucun moyen pour pouvoir contrebalancer ça. Donc, c'est changer ces thèmes de l'accord pour qu'aujourd'hui, on puisse être traité de façon équitable. Parce qu'on a l'impression que les puissances sont plus privilégiées que les pays africains. Donc il faut changer cette donne-là. C'est à ça qu'il faudra travailler. À la création de l'OMC, les fonctions principales de l'OMC, c'était, ou plutôt c'est encore, les négociations commerciales, l'examen des politiques commerciales et le règlement des différends commerciaux. Alors autrement dit, l'Afrique a totalement sa place si l'Afrique produit comme vous le dites. Mais avec Ngozi, à votre avis, quelles devraient être ses priorités ? Non, malheureusement, comme je le dis, elle est placée à la tête de l'organisation, mais est-ce qu'elle a une force, vraiment un pouvoir, comme on le dit, pour changer quelque chose? J'ai bien peur que ce soit non, pas le non que je vais répondre, parce que ses prédécesseurs n'ont pas pu influencer outre mesure le cours des choses, parce que les grandes puissances dites leur loi, les États-Unis, pour ne pas les citer, c'est les États-Unis qui constituent, comment je vais dire, les maîtres du monde, parce que là, si un président vient, il dit sa loi en fonction de ce que lui a comme vision. Comme on a pu le voir avec l'administration Donald Trump, qui a d'ailleurs même coupé le jus à l'OMC et à d'autres organisations internationales. Donc quand on est dans une situation comme ça, on ne peut pas dire que la directrice générale a les coups des franches pour, je dirais, imposer sa vision. Elle pourra peut-être faire des propositions et qui, je ne sais pas, pourront être examinées au niveau du Conseil général, mais est-ce qu'in fine, ce sera retenu? J'en sais rien, mais on a quand même... il faut lui donner quand même le temps de faire ses preuves. Il a encore le bénéfice du doute. Absolument. Alors, Heribert, à votre avis, sur quoi devrait-elle axer sa gouvernance? Non, je vais être laconique en disant que d'abord, avec son positionnement, il y aura peut-être des Africains à des postes pour être fonctionnaire international. Donc, ça donne des dividendes. C'est d'abord ça. Sinon, de façon concrète, l'Afrique représente moins de 5% du commerce international. C'est vrai. C'est pourquoi on est obligé de compter avec nous, parce que quand même, nous sommes berceaux de l'humanité, mais aussi parce que, selon l'ONU, d'ici 2050, on sera le tiers de la population mondiale. Et c'est là où ça devient sérieux. On peut comprendre pourquoi, sachant que d'ici 2050, on sera le tiers de la population mondiale, selon eux-mêmes leurs estimations, on peut comprendre pourquoi, après tout ce qu'on a vécu comme malheur en Afrique, on crée des situations, et aujourd'hui, c'est le Covid ou la Covid-19, parce que vous voulez parler de commercer sur le plan international, mais lorsque les frontières sont fermées, lorsqu'il y a confinement, tout ça influe sur la marche du monde et le commerce international. Et il y a une volonté aujourd'hui de faire plomber le système économique mondial et d'arriver presque à une récession. Et donc, dans ces conditions, elle est venue, notre sœur est venue peut-être, elle aura très peu de marge de manœuvre en dehors des situations compliquées qui existaient déjà. Il faudra y ajouter, elle-même dit que c'est sa première priorité, cette histoire, cette nébuleuse de Covid-19 qui bloque beaucoup de choses. Et donc, en fait, c'est à l'Afrique de se prendre en charge. Nous n'avons pas, il ne faut pas
compter, même si elle est une personne forte physiquement, il ne faut pas compter, si on prend au niveau de la symbolique, sur les frêles épaules de Mme Ngozi, mais il va falloir que nous nous prenions sérieusement au sérieux en Afrique, en renforçant nos ensembles sous-régionaux, en développant vraiment des productions qui nous permettent d'être crédibles sur la scène internationale, et aussi soit nous industrialiser nous-mêmes ou faire comme les dragons de l'Asie l'ont fait, notamment la Chine. Il faudrait que ceux qui se disent nos partenaires, qui nous aiment tant, fassent la délocalisation des industries ici, que nos produits, ne serait-ce que soient transformés, qu'on ait de plus en plus de transformations locales pour que lorsque nous allions sur la scène internationale, qu'il n'y ait pas vraiment ce déséquilibre criard de la balance. Connaissant la place que prend les États-Unis, par exemple, dans l'OMC, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu la façon dont ça fonctionne au sein de l'OMC pour éviter que l'OMC et les États-Unis aient autant de droits de veto sur le fonctionnement du commerce international? La liberté et les droits s'arrachent. Pour le faire, il faut qu'à l'interne, nous puissions nous unir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de goulots d'étranglement. Si vous voulez évoluer en Afrique, il faudrait que nous ayons notre vision propre de cette gestion de Covid-19, que nous ne répétions pas ce que l'OMS dit, que nous ne répétions pas ce que les Nations Unies disent, parce que nous avons nos manières propres de régler les questions de santé que nous avons. En dehors de ça, un aspect très important, la question de sécurité et défense. Parce qu'on sait très bien que pour vous empêcher d'évoluer, pour vous empêcher de vous développer, on peut soutenir des groupes djihadistes et autres pour créer du bordel, excusez du peu, l'instabilité. Donc, si vous voulez développer l'économie, vous voulez développer les affaires entre vous, et que sur le plan sécuritaire, il y a défaillance, vous ne pouvez pas aller loin. Donc, nous avons besoin de faire en sorte que nous puissions produire et beaucoup produire. Nous devons faire en sorte que sur le plan de la santé, nous ayons un système qui réponde à nos réalités propres. Et il faudrait que nous nous industrialisons sans forcément copier les travers de l'Occident. Et en termes de sécurité et défense, il faudrait que nos ensembles sous-régionaux servent également à nous sécuriser. Si on ne le fait pas, on va faire beaucoup d'incantations, mais on n'ira pas loin du tout. Je vais compléter. Le parcours de Ngozi Okonjo-Iweala peut l'aider dans la maîtrise des dossiers, parce qu'il y a des dossiers qui sont sur la table et elle devra s'en occuper. Mais il y a des patates chaudes auxquelles elle devra s'affronter. C'est le dossier, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et les sanctions économiques des États-Unis contre l'Iran. C'est deux patates chaudes qui l'attendent, et il va falloir qu'elle le gère avec délicatesse, parce que ça peut être, en tout cas, ça peut lui être fatal si elle gère mal ces dossiers. Ceci dit, nous avons quand même, je dirais, de l'espoir de plus en plus avec ce qui se passe. On sent qu'il y a une ouverture désormais, et que ce n'est pas seulement les autres qui pourront occuper les postes les plus élevés dans le monde. On a, comme il a dit, on a connu par le passé Kofi Annan à la tête de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU, bien sûr. On a eu Boutros Ghali, on a aujourd'hui Tedros Ghebreyesus qui est à l'OMS, elle aujourd'hui, peut-être demain d'autres personnalités africaines, donc ce n'est pas mauvais. Mais accéder à ces postes n'est pas la panacée, c'est ça le drame. Il va falloir que nous-mêmes, nous travaillions à nous imposer dans ces concerts-là. Si nous restons juste dans le formalisme ou dans les postes internationaux, juste pour la forme, je pense que ce ne serait pas avantageux pour la forme. Alors, Heribert a évoqué un aspect, c'est que Ngozi, l'une de ses priorités, c'est la Covid-19. Et elle annonce même déjà, ou plutôt à travers l'OMC, permettre aux pays sous-développés ou en développement d'avoir le vaccin. On sait aujourd'hui tout ce qu'il y a autour de ce vaccin-là, tout le tollé qu'il y a autour de ce vaccin-là. Est-ce que ça, c'est une priorité? Oui, c'est une priorité même, je dirais... La priorité ne serait pas de travailler à ouvrir les frontières, parce que nous sommes dans une récession, le monde est dans une récession. Même si nous, au Bénin, nous faisons des efforts pour ne pas être en récession grave. Dans le monde, aujourd'hui, on parle de récession et la situation est alarmante, pour ne pas dire préoccupante.
c'est une priorité. Et est-ce que, en tant que directrice générale de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, elle a les moyens pour faire face à cette situation? J'ai bien peur, parce que l'OMC n'est pas un organisme financier. J'ai les conflits commerciaux et autres. Bon, est-ce que sa politique lui permettra de mettre en œuvre des programmes, des projets qui vont être financés par des organisations en la matière? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il faut prendre ça à bras le corps, parce que si le commerce ne redécolle pas, je veux parler de les activités économiques ne redécollent pas, il serait difficile que le monde se retrouve, parce que sans économie, il n'y a rien. Donc, il va falloir travailler à ça, permettre aux États qui sont presque en faillite aujourd'hui de se retrouver, de se relancer et pour pouvoir animer l'économie mondiale. Héribert Lavelle, 30 secondes. Non, je dirais tout simplement que la gestion du Covid-19 et de tout le reste ne passe pas forcément par les vaccins, parce que justement, même quand vous vous vaccinez, ça ne vous comment on appelle ça, vous absout pas des mesures barrières et tout le reste. Je pense qu'il faut réfléchir plus profondément. On sait très bien que le coronavirus existait, mais qu'il y a eu transmutation, tout ça. Pourquoi? Pour diminuer la population mondiale. Et on sait très bien que l'Afrique, à l'horizon 2050, chers confrères, ça ne fait pas sourire. En 2050, on a dit, les Nations Unies ont dit qu'on aura le tiers de la population mondiale en Afrique. En fait, il faudra que nous fassions attention, que nous ne répétions pas ce que les autres disent. Le coronavirus existe, mais il y a des palliatifs, et l'Afrique doit actuellement apporter son génie. Le vaccin n'est pas une panacée. La géopolitique du Covid-19 vise encore, après l'esclavage, après la colonisation, à trouver une autre forme de néocolonialisme. Merci à vous, Héribert Lavelle. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales, promoteur du magazine Le Label Diplomatique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Gédéon, merci également. On n'a plus de temps. Bon, je vous donne 15 secondes. On va souhaiter bonne chance à notre compatriote africaine Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC, qu'elle fasse des prouesses et qu'elle nous surprenne. Absolument, qu'elle nous surprenne. Merci à vous, Gédéon Vegba, chroniqueur politique et économique, spécialiste des questions internationales. Merci d'être passé sur ce plateau. Plaisir. On installe sans plus tarder le dossier de la semaine. On parle à présent du coffret anthologique de la musique béninoise lancé il y a quelques jours, un chef-d'œuvre qui célèbre non seulement la musique, ou plutôt la mémoire musicale du Bénin, mais qui promeut aussi le talent des artistes béninois. On suit cet élément et on revient en plateau pour en parler. Une chorégraphie sur le morceau Batonga de la diva Angélique Kidjo. Ce morceau fait partie des 63 chansons enregistrées sur ce coffret qui retrace l'histoire musicale du Bénin de 1960 à nos jours. Constitué de 5 CD de toute variété musicale, le contenu de ce coffret anthologie de la musique béninoise est ici dévoilé aux mélomanes. Honorer les artistes à travers un recueil de morceaux ayant rythmé la vie du Bénin depuis les indépendances, un pari tenu par le ministère en charge de la culture pour valoriser le patrimoine culturel béninois. Il est important que nous puissions, avec l'ambition qui est la nôtre, que nous puissions avoir une identité musicale béninoise à exporter, commercialisable, puisque nous sommes, vous le savez bien, dans les ICC, les industries culturelles et créatives. Et c'est un combat et c'est un défi pour ce gouvernement de pouvoir, à travers la culture, nourrir le tourisme et évidemment donner la possibilité à nos jeunes et aux moins jeunes de profiter de cette richesse patrimoniale culturelle, de créer des emplois, de créer de la richesse. Donc l'idée, c'était d'abord de faire un état des lieux de ce qui a existé depuis 60 ans.
Et nous nous sommes rendus compte que nous étions très très pauvres en archives. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un risque de perdre tout ce qui a été fait depuis 60 ans parce que ni le public ne s'était préoccupé d'archiver et de mettre à la disposition de l'ensemble des populations et des étrangers l'identité musicale béninoise dans sa diversité aujourd'hui. Cette initiative émeut plus d'un. Il faut vraiment qu'on loue cette initiative parce que c'est encourageant. On se sent vraiment fier de savoir qu'aujourd'hui on a un coffret qui parle de la culture, la musique en général du Bénin. C'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir être aligné sur un projet pareil aux côtés de doyens de la musique, des personnes qui ont commencé à chanter avant même que je ne pense à être artiste, avant même que je ne naisse pratiquement. Je dis merci aux autorités d'avoir pensé à cela. Merci de faire en sorte que notre musique voyage d'une autre manière donnée. Le plaisir est encore plus grand de se retrouver en tant que jeune artiste sur le coffret Anthologie de la musique béninoise. C'est un grand honneur. Je pense plutôt que c'est un appel aussi à mieux faire, davantage, à travailler, à donner une identité à notre musique, à apporter un plus. C'est également une reconnaissance des autorités en charge de la chose musicale, une reconnaissance vis-à-vis de la musique jeune aujourd'hui, la musique urbaine. Coffret Anthologie de la musique béninoise, un véritable diamant taillé, avec art et soin, à offrir sans modération et selon les autorités de la culture, aux hôtes de marque de passage au Bénin. Et voilà, un diamant taillé qui est le menu de notre discussion. On reçoit sur ce plateau un homme de culture. Il est d'ailleurs le conseiller technique à la culture du ministre en charge de la culture. Lui, c'est Florent Kwaozouti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'était avec plaisir. Et pour m'accompagner dans ces échanges, je suis avec Patrick Kadiagodjou. Patrick, bonjour. Bonjour, Ulvaeus Balogun. Alors, vous avez déjà votre coffret anthologique? Bon, je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai certainement au thème de notre entretien avec l'un des artisans de ce projet, le coffret anthologique de la musique béninoise. Dites-nous, Florent Kwaozouti, qu'est-ce qui a motivé la création de ce projet culturel? Je crois que vous l'avez écouté tout à l'heure lorsque le ministre a pris la parole. En fait, il fallait faire le point un peu de ce qui existe comme disque au Bénin. Pendant une soixantaine d'années, les artistes béninois ont produit énormément de chansons. Il y a eu une industrie phonographique qui s'était bien installée ici au Bénin, avec la Statel, vous vous rappelez. Et donc il y a eu énormément de production de disques. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tous les titres qui ont été publiés depuis une soixantaine d'années? On s'est rendu compte effectivement que les archives musicales n'existent pratiquement pas, que les titres qui ont traversé le temps, lorsqu'on veut les jouer, on est obligé de se référer à YouTube. Tout à fait. Et là, où la qualité n'est pas très bonne. Tout à fait. Et d'ailleurs, tout n'est pas sur YouTube. Lorsque vous parcourez un peu les discothèques familiales, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui existent, mais qui ne sont plus, comment dirais-je, exploitables aujourd'hui sur les supports numériques aujourd'hui. Donc, faisant ce constat, le ministère de la Culture, à travers le ministre Jean-Michel Abimola, a estimé qu'il faudrait vraiment ressusciter ces titres-là, les titres phares de notre mémoire musicale, les ressusciter et travailler là-dessus, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus jouer par exemple un Betty Doro originel. Il faut le retravailler, il faut le remasteriser pour avoir les sons qui correspondent justement à nos attentes. Donc partant de là, il a décidé, disons, de susciter auprès des spécialistes dans le domaine, eh bien, cette étude, ce travail qui consistera tout simplement à faire ce point-là et à, disons, remettre sur le marché, pas sur le marché commercial, mais sur le marché du public, sur le marché auditif, eh bien, l'ensemble de ces titres qui ont justement fait la gloire de la musique béninoise. Et parlant d'attente en termes de satisfaire les consommateurs que nous sommes, quel est le contenu de ce coffret? Alors, il
il est éclectique, ce contenu. Lorsque l'idée a été lancée, on a mis sur pied un groupe, un comité qui a travaillé d'arrache-pied pendant 9 mois. 9 mois. Et on s'est aperçu que la musique béninoise se nourrit de plusieurs influences. Oui. Influences traditionnelles, parce que c'est la base. Tout à fait. C'est la base. Et puis que cette musique-là a été complètement marquée par les influences du monde. Étrangère. Du monde. De oui. l'Afrique et du monde. Tout à fait. D'abord de nous-mêmes, de notre musique traditionnelle. D'ailleurs, on a consacré un CD à cette musique traditionnelle. Et ensuite, de toutes les musiques qui ont marqué plusieurs générations à travers le monde, que ce soit du calypso, que ce soit de la rumba, que ce soit du rock, etc. etc. Vous avez un titre comme Gweti Majoro qui est inspiré du folk américain, ce qu'on a transformé ici en jack. Vous vous rappelez le jack, etc., etc. Donc il y a toutes ces influences-là. Et puis il y a aussi des gens qui ont décidé de faire de la musique expérimentale. Ils ont choisi d'aller dans un sens où personne n'est allé. Et donc forcément, ces gens-là, on doit les considérer. Il y a également aujourd'hui la musique urbaine. Et il faut considérer également ce genre de musical. Donc, on a essayé de faire, disons, un point sur l'ensemble des productions faites par les Béninois depuis 1960 jusqu'à nos jours. C'est transversal. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous savez, au départ, on a demandé à chacun des membres du comité d'apporter 100 titres. Tout ce qui leur rappelle un peu les 60 ans de la mémoire musicale du Bénin. Donc chacun est venu avec 100 titres et on a fait les confrontations. Et de confrontation en confrontation, on est arrivé à 70 titres. Puis après, on a demandé justement, parce que à l'intérieur du comité, il n'y avait pas que les membres du comité, il y avait les spécialistes de tout genre. Il y avait des managers, c'est-à-dire ceux qui savent conduire la carrière d'un artiste. Il y avait aussi les programmateurs de spectacles, les organisateurs de festivals, les managers, etc., etc. Bref, c'était toute la palette de ceux qui travaillent dans l'industrie du disque. Et donc à ceux-là, on a demandé leur avis, ils sont venus et ils nous ont instruit d'un certain nombre de choses avec des critères pour que chaque titre qu'on élit soit intégré dans l'anthologie. Et vous savez quoi Et parlant de critères, je ne vous coupe pas, on sait qu'il y a plusieurs générations d'artistes. Comment vous alignez Feu Jonas Pedro avec Nicanor le choix, ça s'est fait comment et sur quelle chanson quels sont les critères qui ont milité au choix d'une chanson de Nicanor aux côtés de Jonas Pedro? Voilà. Il y a 3 critères fondamentaux. Le premier critère, c'est la qualité du morceau, la qualité de la chanson. Et quand on parle de qualité, il s'agit d'abord les paroles, ensuite les mélodies et ensuite le rythme. Vous composez les 3, et bien forcément, vous devez trouver la qualité. Très bien. Deuxième critère, c'est, disons, l'écho que le disque ou le morceau a eu sur non seulement les contemporains auxquels il s'adressait, mais également à travers les âges. C'est-à-dire c'est la réception critique de l'œuvre en question, sur le public, dans les discothèques, etc. etc. Et troisièmement, quelle est, disons, l'importance de l'artiste dans le paysage béninois. Est-ce qu'il est connu ici? Est-ce qu'il est seulement entre dans son village, dans sa commune, ou les 4 nuits de Cotonou, où il a une aura nationale ou internationale. Donc tous ces 3 éléments-là ont compté dans, disons, l'identification des titres qui pouvaient meubler. Mais j'imagine, ce coffret contient combien de titres? Oui, vous avez... Ce coffret contient 63 titres. 63 titres. Avec 53 artistes. Oui. Alors on sait que depuis 60 à ce jour, on n'a pas connu ce nombre de titres ni ce nombre d'artistes. Tout à fait. Alors ce coffret n'est pas, on ne peut pas dire que c'est exhaustif.
Non, c'est une anthologie. Alors, c'est quoi une anthologie? C'est le meilleur des meilleurs. Alors, sur quelle base ce que les Anglais appellent the best of the best. Alors, sur quelle base est-ce qu'on élit le meilleur des meilleurs? Ce sont des critères subjectifs. Les critères... Non, j'ai déjà vous avez énuméré, mais ce que moi j'estime être meilleur ne peut pas forcément l'être. Oui, mais c'est justement ce que j'ai dit. Entre nous, on peut soi-même désigner le meilleur des meilleurs. Oui. Mais on a besoin d'avoir l'avis des spécialistes. C'est pour ça que les spécialistes étaient là. Mais est-ce que ces spécialistes étaient détachés? Ah, forcément, c'est nous qui étions attachés en tant que manager, même en tant que manager, les souvenirs d'enfance est lié, c'est pas au mariage de mon grand-père, etc. Non, les souvenirs mémoriels, les émotions qu'on a par rapport à un titre dans le passé ne doivent pas venir nous influencer dans notre approche des titres qu'on a élus. Dites-nous, Florent Kozotti, vous l'aviez dit, notre musique a traversé des âges et aujourd'hui, elle se bonifie tel un bon vin avec la nouvelle génération d'artistes et que vous avez réuni toutes les générations dans cette anthologie. Comment va se faire la question des droits d'auteur? Ou bien ça n'a rien à voir avec la retombée économique? Vous savez, au départ, on a dit que ça ne se vendra pas. Ok, d'accord. Donc ce n'est pas, disons, quelque chose qui sera commercialisé. Ce n'est pas du tout commercialisé. D'ailleurs, sur les disques à l'intérieur... Prenez montrez aux téléspectateurs, très bien. Voilà, ça ne sera pas commercialisé. Ça ne sera pas commercialisé, il y a un livret qui accompagne. Et à l'intérieur, vous avez... Oui. Vous pouvez montrer à la caméra. À la caméra. Juste votre caméra, voilà. Oui. Voilà. Très bien. Le disque ne sera pas commercialisé. Mais l'anthologie. Il ne sera pas commercialisé. Et parlez-nous de la rentabilité. Quelles seront les retombées économiques? Non, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Oui. À partir du moment où on met ces titres à la disposition du public, en fait, c'est pour faire connaître un peu à l'étranger, aux étrangers, ce que c'est que la musique béninoise. Très bien. C'est des coffrets qu'on va offrir aux étrangers ou à tous ceux qui servent d'intermédiation à la promotion de la culture béninoise. Je vois. Quand un autre vient ici au Bénin, on dit en dehors des masques, des statues qu'on peut lui offrir, on peut lui offrir ça pour lui dire, écoute, voilà ce qu'on peut t'offrir, ça va t'accompagner dans ton voyage et tu vas écouter à ta destination toute la mémoire musicale du Bénin, à partir de la musique traditionnelle jusqu'à la musique urbaine. En fait, c'est une façon de vendre le Bénin à travers... C'est une façon de vendre la destination béninoise. Tout à fait. Tout simplement. Tout à fait. Donc, on a travaillé avec le Bébé Dra, parce que les titres qui sont là, on ne les a pas rejoués. On n'a pas fait comme Bénin Passion. Ce sont des titres qui existent déjà. On a gonflé les sons pour que ce soit à un standard international. Très bien. Et donc on offre ça, on met ça à la disposition de... Mais tous les artistes se sont engagés à soutenir ce projet. Ils ont signé un protocole d'accord avec eux pour dire ils mettent à la disposition du ministère leur son. Mais dites-nous... vous permettez, Patrick, vous l'offrez aux étrangers qui viennent au Bénin. Le Béninois même qui a envie de l'avoir, il fait quoi? Comment l'obtenir? On est en train de réfléchir à ça, parce que ceux qui sont inscrits sur la liste de ceux à qui ce coffret sera donné, ce sont, disons, des influenceurs, comme on dit très souvent, vous les journalistes, les ambassades étrangères au Bénin, nos ambassades à l'étranger, disons les discothèques, les grandes discothèques qui sont ici au Bénin, bref, tous ceux qui sont capables de relayer justement cette information et de diffuser
cette musique-là. Bah dites-nous, Evariste, vous me permettez, oui, allez-y. Quelle est la durée de vie de cette anthologie? Est-ce qu'un artiste ou une artiste qui sort, on constate son arrivée sur la scène musicale cette année, 2021, et est-ce qu'elle aura la chance, ou il aura la chance de rentrer dans l'anthologie 5 ans, 10 ans après, ou bien c'est l'acte 1? Il y aura forcément Est-ce qu'il y aura d'autres actes? Et il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que tout le monde ne peut pas être à l'intérieur du premier, de la première anthologie. C'est la première. Parce qu'on s'est dit, autant faire 50 disques pour intégrer tout le monde. C'est pas possible. Donc, on y va avec la première expérience qu'on a eu à faire. On veut recueillir un peu les impressions des uns et des autres, voir là où ça paraît un peu plus contestable, mais tout est contestable au Bénin, vous savez. Il n'y a pas de parfaite. L'unanimité à chaque fois. Donc, on va recueillir un peu les avis des uns et des autres sur les insuffisances éventuelles de ce coffret, parce que rien n'est parfait, et on avisera à partir de là pour faire une deuxième anthologie, une troisième, une quatrième. Il y a le coffret, dans le coffret, il y a le livret qui explique tout. Qui donne la biographie de chacun des artistes, qui situe le contexte dans lequel l'idée a été émise, quelle est la méthode de travail qu'on a utilisée, et petit à petit, tous les attendus de ce projet-là. Très bien. Et dites-nous, est-ce que vous avez déjà eu le retour au niveau des artistes, une fierté, un acte fort du ministère de la Culture? On a eu énormément de retours. Il y a des gens qui aimeraient que leur morceau figure. On a eu un problème. Et c'est ça que j'ai dit à l'entame de notre entretien, c'est qu'il y a certains morceaux qui sont emblématiques de la musique béninoise, mais qu'on n'a pas pu retrouver. On a retrouvé certains, mais ils sont dans un état très détérioré. C'est ça. Ça pose un problème de l'industrie phonographique. Ça pose le problème de l'archivage. L'archivage, oui. Comment conserver nos œuvres? Tout à fait. Parce que ces œuvres-là font partie désormais du patrimoine de notre pays. Un patrimoine musical qu'il faudrait préserver. Et donc le fait de ne pas retrouver ces titres-là nous frustre. Parce que lorsqu'on a confié ça aux spécialiste du son. Il a travaillé là-dessus, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas utiliser ça. Le ministère a un projet à court et à long terme sur l'installation, la création d'une... Vous savez très bien que c'est le BIBIDRA qui est en train de faire ce travail-là. Le BIBIDRA est en train de réfléchir, et la réflexion est poussée très loin, pour voir comment archiver toutes sortes de musique. À partir du moment où c'est produit au Bénin, que c'est validé par le BIBIDRA, comment archiver, comment les conserver pour que dans 100 ou 200 ans, eh bien, on puisse toujours les avoir et les jouer sur des supports aussi nouveaux qu'ils puissent paraître. Alors j'ai une question. Quand on est face à cette panoplie de musique, de rythme, est-ce qu'à cette allure, on peut arriver à avoir une identité musicale au Bénin? Une identité musicale au Bénin, c'est la question qui revient très souvent. Parce que, on se compare très souvent aux autres pays du continent. Quand on dit la chanson française, on sait exactement ce que c'est que la chanson française. Quand on parle du Cameroun, on sait que c'est le Makossa, le Mekoti, le Sénégal, le Mbala, tout à fait. Le Nigeria, la Dujo Music, et même le High Life, etc. La Côte d'Ivoire, le Zouglou, quand on arrive au Bénin, on se perd. Et puis le Zaïre, le Congo, le Ndombolo, même la rumba congolaise qui se décline en Ndombolo, etc. Donc au Bénin, il s'est posé cette question-là. On a certes plusieurs identités. Plusieurs identités musicales. Quand vous allez même dans certaines aires culturelles, vous trouvez qu'il y a 3, 4, 5 rythmes. Maintenant, est-ce qu'on peut arriver à
à créer une fusion, à créer une synergie pour faire en sorte qu'il y ait une ou deux identités musicales exportables. Car c'est ça en réalité. Oui, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas se contenter être chez nous, à tourner en rond, à se gratter le nombril. Il faut faire en sorte que ça puisse aller à l'extérieur. Voilà, et être vendu. Donc, il y a un travail qui va se faire. Il y a un travail qui se fait par les musiciens eux-mêmes, mais il y a également un travail qui se fait au niveau du ministère. Et on va réunir les spécialistes en question et on va leur demander est-ce que vous pouvez nous dégager 2 ou 3 titres, 2 ou 3 rythmes qui puissent être la fusion de tout. Mais lorsqu'on sera à l'étranger, lorsqu'on va entendre même un petit son, on se dit ça devient du bien. Très bien. Florent Kouaouzoti, merci de nous avoir éclairés. Merci d'être l'un des artisans forts de ce projet phare. C'est un travail d'équipe. Hein. Un travail d'équipe. C'est pour ça que je dis l'un des artisans de ce projet, le coffret anthologique de la musique béninoise. Yves Balou. Merci Patrick, merci Florent Kouaouzoti d'être passé sur ce plateau et merci de nous avoir expliqué un peu le bien fondé de ce projet et la nécessité pour tous les Béninois d'accompagner ce projet. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.